Le silence n'était pas seulement une absence de bruit. Dans cette maison de Lille, en 1809, il était une discipline, une règle tacite, une violence invisible imposée à chaque respiration. Les murs épais, bâtis pour protéger la respectabilité bourgeoise, absorbaient les sons comme ils absorbèrent les fautes. Rien ne devait sortir, rien ne devait être nommé, et surtout, personne ne devait être vu quand il n'avait pas le droit d'exister. L'enfant se levait avant l'aube, toujours. Non parce qu'on le lui ordonnait, mais parce que le froid le réveillait. La pierre des sols mordait la plante de ses pieds maigres, lui rappelant immédiatement sa place. Il avançait sans hâte, glissant entre les ombres, attentif à chaque craquement du bois ancien, à chaque soupir de la maison qui semblait respirer contre lui. Il connaissait ce lieu mieux que quiconque, mieux que ceux qui en portèrent le nom. On ne lui parlait presque jamais. Les ordres étaient donnés sans mots, un regard bref, un doigt qui pointait, une porte laissée entr'ouverte. Le langage, ici, était un privilège. Lui devait comprendre sans qu'on explique, et il comprenait. Trop bien. Il nettoyait, portait, attendait. Il apprit très tôt à effacer ses propres traces, à faire disparaître son passage comme on efface une tache gênante sur un linge trop blanc. Lorsqu'un invité franchissait le seuil, il se retirait aussitôt, se fondant dans les recoins étroits, derrière les tentures épaisses, près de l'escalier de service où l'odeur de charbon collait au mur. On ne devait pas se souvenir de lui. On ne devait même pas savoir qu'il était là. Le maître de la maison incarnait cette exigence avec une rigueur presque religieuse. Homme droit, respecté, vêtu toujours avec une précision irréprochable, il parlait souvent de morale, d'ordre et de discipline. Sa voix résonnait dans les salons comme une certitude. Pourtant, lorsqu'il croisait l'enfant, quelque chose se brisait imperceptiblement dans son assurance. Il ralentissait parfois le pas. Ses yeux glissaient ailleurs, comme si regarder trop longtemps risquait de fissurer l'image qu'il avait construite de lui-même. L'enfant observait ses micro-mouvements avec une attention troublante. Il avait appris à lire les adultes comme d'autres lisent des livres interdits. Il savait reconnaître la peur lorsqu'elle se cachait derrière l'autorité, la honte lorsqu'elle prenait la forme du dégoût. Chaque soupir, chaque silence prolongé nourrissait sa compréhension du monde. Il ne se souvenait pas clairement du moment où il était arrivé dans cette maison. Les souvenirs étaient fragmentés, faits de sensations plutôt que d'images. Une odeur étrangère, une voix pressée, une main qui le poussait en avant sans douceur. Ce qu'il savait, en revanche, c'est qu'il n'était pas né ici, et que cette simple vérité dérangeait profondément ceux qui préféraient croire le contraire. Les journées se ressemblaient, rythmées par les cloches lointaines et les pas feutrés du personnel. Mais sous cette monotonie se formait quelque chose de dangereux. L'enfant écoutait. Derrière les portes fermées, les conversations glissaient parfois jusqu'à lui. Des mots comme dénonciation, rumeur, prudence. Il ne comprenait pas tout, mais il comprenait assez pour sentir la tension qui montait. Ce matin-là, alors que le maître traversait le couloir principal, l'enfant était là, immobile contre le mur. Le maître s'arrêta. Un instant trop long. Sa main se posa sur la poignée d'une porte qu'il n'ouvrit pas tout de suite. Son souffle se fit plus court. Puis il entra, refermant derrière lui avec une lenteur inhabituelle. L'enfant ne bougea pas. Il resta là, les yeux fixés sur la porte close, conscient d'avoir perçu quelque chose d'essentiel. Pour la première fois, il comprit que le silence ne le protégeait pas seulement lui. Il protégeait aussi le maître. Et cette découverte, encore informe, commençait déjà à peser dangereusement entre eux. La maison ne dormait jamais vraiment. Même lorsque les bougies s'éteignaient et que les voix se retiraient derrière des portes closes, quelque chose restait éveillé entre les murs. L'enfant le sentait. La nuit, allongé sur la paillasse étroite qui lui était destinée, il écoutait les soupirs du bois, les pas étouffés, les respirations inquiètes. C'était dans ces heures-là que les souvenirs revenaient, sans ordre, sans logique, mais avec une précision douloureuse. Il se souvenait de la faim avant la maison, d'une faim différente, plus sauvage, qui tordait le ventre et brouillait la vue. Il se souvenait d'un autre hiver, d'un froid qui n'avait pas de mur pour l'arrêter. Puis, brusquement, la transition, des mains pressées, une négociation murmurée, un regard qui évaluait sa taille, sa docilité supposée. On n'avait pas demandé son âge.
On n'avait pas demandé son nom. On avait seulement décidé qu'il serait utile. Dans la maison, personne ne posait de questions. La femme du maître, élégante et distante, passait devant lui comme on passe devant un objet mal placé. Pourtant, depuis quelque temps, son regard s'attardait, pas par compassion, par inquiétude. Elle avait remarqué ce que d'autres refusaient de voir. L'enfant comprenait trop vite. Il anticipait les besoins. Il évitait les erreurs. Et surtout, il restait immobile quand on aurait attendu de la peur. Elle surprit un jour son regard posé sur elle, calme, attentif. Cela la troubla plus qu'elle ne voulut l'admettre. Les enfants ne devaient pas regarder ainsi. Pas ceux qui dépendaient entièrement du bon vouloir des adultes. Le maître, lui, se montrait de plus en plus nerveux. Il parlait davantage, comme pour couvrir quelque chose. Il évoquait la situation politique, les dangers des dénonciations, la nécessité de rester irréprochable. Chaque mot semblait une pierre ajoutée à un mur déjà fragile. L'enfant entendait ces discours sans y participer, mais il en enregistrait chaque nuance. Il comprenait que le monde extérieur, celui des lois et des proclamations, pouvait devenir une menace réelle. Un soir, alors qu'il nettoyait près du salon, il surprit une conversation qu'il n'aurait jamais dû entendre. Des voix basses, une porte mal fermée. Le maître parlait d'un ancien arrangement, d'une faveur accordée autrefois, d'un risque qui ne devait jamais refaire surface. Le nom de l'enfant ne fut pas prononcé, mais il sut avec une certitude glaciale qu'il en était le centre. À partir de ce moment, quelque chose changea en lui. Il ne s'agissait pas de révolte, ni même de colère. C'était plus subtil, une lucidité nouvelle. Il comprit que son silence, imposé depuis toujours, avait une valeur inattendue. Tant qu'il ne parlait pas, tant qu'il ne posait pas de questions, il restait un secret contenu, mais un secret vivant. Il commença alors à mesurer ses gestes, à apparaître là où on ne l'attendait pas, sans jamais provoquer ouvertement, à rester trop longtemps dans un couloir, à écouter derrière une porte sans y coller l'oreille. Il devenait une présence discrète mais constante, impossible à ignorer complètement. Le maître le remarqua. De plus en plus souvent, son regard croisait celui de l'enfant, et cette fois, il ne se détournait pas immédiatement. Une tension muette s'installait entre eux, faite de reconnaissance involontaire et de peur mal dissimulée. Le maître sentait que quelque chose lui échappait, sans pouvoir dire quoi. Un matin, l'enfant fut appelé, non par son nom mais par un geste plus brusque que d'habitude. Le maître lui demanda de rester. Juste rester. Le silence qui suivit fut plus lourd que toutes les punitions possibles. L'enfant obéit, immobile, conscient que ce simple ordre marquait un tournant. Car pour la première fois, le maître l'avait regardé comme on regarde un témoin. La présence de l'enfant devint impossible à dissoudre dans le décor. Il ne faisait rien de différent, et pourtant tout semblait déplacé autour de lui. Chaque fois qu'il apparaissait au détour d'un couloir, le maître ressentait une légère contraction dans la poitrine, comme si l'air se raréfiait soudainement. La maison, autrefois espace de contrôle absolu, commençait à lui résister par des détails insignifiants. L'enfant continuait ses tâches avec la même précision silencieuse. Mais son regard, désormais, s'attardait, non par provocation, mais avec une attention presque adulte. Il écoutait les silences autant que les mots. Il comprenait quand il fallait rester, quand il fallait partir. Et parfois, il choisissait mal exprès, juste assez pour troubler. Les repas devinrent plus tendus. La femme du maître mangeait moins, parlait moins. Elle observait les mains de son mari trembler légèrement lorsqu'un verre était posé trop près du bord de la table. Elle avait compris, elle aussi, que quelque chose glissait hors de leur contrôle. Et ce quelque chose avait le visage calme d'un enfant qui ne demandait rien. Un après-midi, alors que la pluie battait les vitres avec une régularité oppressante, le maître surprit l'enfant dans la bibliothèque. Il ne cria pas, il ne le chassa pas. Il resta immobile, saisi par l'évidence qu'il avait toujours évitée. L'enfant tenait un livre ouvert, non pour le lire vraiment, mais pour en respirer l'odeur, pour en sentir le poids. Un geste interdit, un geste d'appropriation. Ils se regardèrent longuement. Aucun mot ne fut échangé. Mais dans ce silence tendu, une vérité se formait. L'enfant n'était plus seulement un corps utile, il était une mémoire, et cette mémoire pouvait devenir dangereuse. À partir de ce jour,
Le maître évita la bibliothèque. Il évita certains couloirs. Il évita même de rester seul trop longtemps. La maison se transforma en labyrinthe de précautions inutiles. Plus il cherchait à contenir la situation, plus elle lui échappait. L'enfant, lui, ressentait un calme nouveau. Pas de satisfaction, ni de vengeance. Seulement la certitude étrange d'exister enfin dans l'esprit de quelqu'un. Il comprenait que le maître se souvenait désormais de lui, et que ce souvenir n'était pas sans conséquence. Les domestiques murmuraient entre eux, sentant la tension sans en connaître la cause. Une inquiétude diffuse s'installait, rendant chaque geste plus lourd. La maison respirait mal. Un soir, le maître demanda à l'enfant de rester après le dîner. La femme se leva précipitamment, prétextant une fatigue soudaine. Ils se retrouvèrent seuls, face à face, séparés par une table trop large. Le maître chercha ses mots, puis les perdit. Il voulait ordonner, mais sa voix ne trouva pas la fermeté habituelle. L'enfant attendit. Il savait que le silence, encore une fois, ferait le travail à sa place. Finalement, le maître détourna le regard. Un geste infime, mais irréversible. Et dans ce mouvement, l'enfant comprit que la peur avait définitivement changé de camp. Pourtant, au fond de la maison, une visite imminente se préparait. Une présence extérieure capable de briser cet équilibre fragile et de transformer le silence en accusation. La visite arriva sans annonce officielle, comme si elle avait toujours été attendue. Un matin gris, une voiture s'arrêta devant la maison, ses roues éclaboussant la boue gelée. Le maître observa depuis la fenêtre, le cœur battant trop vite. Il reconnut aussitôt la posture rigide de l'homme qui descendait, un représentant de l'ordre, discret mais méthodique, porteur de questions qu'on n'effaçait pas avec de bonnes manières. À l'intérieur, tout sembla se figer. La femme du maître ordonna que l'on prépare le salon, sa voix légèrement trop aiguë trahissant une nervosité qu'elle ne maîtrisait plus. Les domestiques s'exécutèrent, dans un silence encore plus lourd qu'à l'accoutumée. Et l'enfant, sans qu'on le lui demande, se retira dans l'ombre, conscient que sa simple présence pouvait désormais modifier le cours des choses. L'homme parla de formalités, de vérifications routinières, de dossiers à compléter. Il évoqua les temps troublés, la nécessité de clarté, la vigilance face aux abus dissimulés sous le vernis du respect. Chaque mot semblait choisi pour atteindre sans accuser. Le maître répondit avec précision, mais son corps le trahissait. Une main crispée, un regard qui fuyait parfois vers le couloir. L'enfant écoutait, dissimulé derrière une porte entr'ouverte. Il comprenait que le danger n'était pas immédiat, mais qu'il prenait forme dans les hésitations. Il savait aussi que personne ne viendrait lui poser de questions. Il était à la fois central et exclu, et c'était précisément ce paradoxe qui rendait la situation si instable. À un moment, l'homme demanda à visiter la maison. Le maître acquiesça trop vite. Ils passèrent devant des pièces soigneusement ordonnées, symbole d'une respectabilité irréprochable. Lorsqu'ils s'approchèrent de l'escalier de service, le maître ralentit. Un détail infime, mais suffisant. L'homme le remarqua. L'enfant sentit alors une peur ancienne remonter, mais elle fut immédiatement remplacée par une autre sensation, une lucidité froide. Il comprit que rien ne dépendrait de ses paroles. Tout se jouerait dans les regards, les omissions, les gestes retenus. La visite s'acheva sans incident apparent. L'homme repartit, laissant derrière lui une promesse silencieuse. Il reviendrait peut-être, ou quelqu'un d'autre viendrait à sa place. Le maître resta longtemps immobile après son départ, comme vidé. Ce soir-là, dans la pénombre, le maître croisa l'enfant. Il voulut parler, expliquer, ordonner. Aucun mot ne sortit. Il détourna encore une fois le regard. Mais ce geste, désormais, n'avait plus la même force. L'enfant comprit alors que la maison, malgré ses murs épais, n'était plus un refuge. Le silence qui l'avait protégé pouvait à tout instant se retourner contre eux tous. Le temps continua d'avancer, indifférent à ce qui s'était fissuré entre ces murs. La maison demeurait debout, droite, presque fière, comme si rien n'avait jamais menacé son ordre. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose s'était définitivement déplacé. Le silence n'était plus le même. Il n'apaisait plus. Il surveillait. Le maître poursuivait sa vie sociale avec une rigueur presque mécanique. Il recevait, parlait de politique, de devoir, de moralité.
Mais ceux qui l'observaient attentivement auraient remarqué ses absences soudaines, ses regards perdus, sa manière nouvelle d'éviter certains couloirs. La maison qu'il possédait semblait désormais le posséder à son tour. Chaque pièce portait la trace invisible de ce qu'il refusait de nommer. L'enfant, quant à lui, continuait d'exister dans les marges. Il se levait toujours avant l'aube. Il marchait toujours pieds nus sur la pierre froide, mais quelque chose en lui avait changé. Il ne se sentait plus dissous dans le décor. Il savait désormais qu'il occupait une place, aussi fragile soit-elle, dans la conscience de ceux qui l'entouraient. Et cette place ne pouvait plus être niée sans effort. La femme du maître se replia progressivement sur elle-même. Elle évitait les regards, les silences prolongés, les moments où l'enfant se trouvait trop près. Non par peur physique, mais par une crainte plus profonde, celle d'être contrainte de reconnaître ce qu'elle avait accepté sans jamais le questionner. Elle préférait croire que tout finirait par se dissoudre avec le temps. Mais le temps, justement, n'effaçait rien. Aucune autre visite ne survint. Aucun scandale ne fut révélé. La justice, officielle et visible, resta absente. Et pourtant une forme de jugement s'exerçait chaque jour, plus intime, plus implacable. Le maître vivait désormais avec la certitude qu'un témoin silencieux partageait son espace. Un témoin qui n'accusait pas, mais qui n'oubliait pas. Un matin d'hiver, alors que la lumière grise entrait faiblement par les fenêtres, le maître croisa l'enfant dans le couloir principal. Aucun ordre ne fut donné, aucun geste brusque. Le maître s'arrêta. Pour la première fois depuis longtemps, il ne chercha pas immédiatement à détourner le regard. Il observa l'enfant comme on observe une vérité trop longtemps repoussée. Il voulut parler. Les mots se formèrent, puis s'éteignirent avant d'atteindre ses lèvres. Il comprit alors qu'il n'existait aucune phrase capable de réparer ce qui avait été fait. Aucun aveu n'effacerait les années de silence imposé. Aucun geste tardif ne transformerait la survie en justice. Finalement, il baissa les yeux. Non par autorité, non par indifférence, mais par fatigue morale. Un renoncement discret, presque imperceptible, mais définitif. En se détournant, il admettait sans le dire ce qu'il n'avait jamais osé affronter. L'enfant resta immobile. Il ne ressentit ni triomphe ni soulagement. Seulement une lucidité calme. Il comprit qu'il ne quitterait peut-être jamais cette maison, que son existence resterait confinée aux marges de l'histoire officielle. Mais il comprit aussi autre chose. Il avait survécu sans se perdre. Et cette survie silencieuse et obstinée avait suffi à contraindre un homme puissant à détourner le regard. La maison retrouva peu à peu son apparente normalité. Les invités revinrent. Les conversations reprirent. Mais le silence, lui, avait changé de camp. Il n'écrasait plus seulement l'enfant. Il pesait désormais sur ceux qui avaient cru pouvoir l'utiliser comme refuge. Et dans ce silence transformé, l'enfant continua d'exister, non comme une ombre effacée, mais comme une mémoire vivante que rien ne pourrait entièrement faire taire. Si cette histoire vous a marqué, laissez un commentaire et partagez ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits oubliés et dérangeants de l'histoire française. Likez et partagez la vidéo pour faire entendre ces silences que l'on a trop longtemps protégés.